Imaginez que la canette en aluminium que vous tenez dans vos mains a déjà vécu plusieurs vies. Peut-être, dans une existence antérieure, faisait-elle partie d'un cadre de fenêtre, d'un composant automobile ou même de l'aile d'un avion. Et dans 60 jours, après que vous l'aurez jetée, elle sera de nouveau sur l'étagère d'un magasin, prête pour un nouveau départ. Ce n'est pas de la magie, c'est un cycle infini de renaissance qui a transformé le recyclage de l'aluminium en une superpuissance industrielle. Pensez-y, 75% de tout l'aluminium déjà produit par l'humanité est encore utilisé aujourd'hui, se déplaçant dans un cycle perpétuel. Comment est-ce possible ? Comment une montagne de déchets se transforme-t-elle en un produit pur et brillant, économisant au passage 95% de l'énergie nécessaire à la production primaire ? Pour trouver la réponse, nous devons suivre le chemin du métal. Depuis le moment où il est considéré comme un déchet sans valeur, jusqu'à sa renaissance triomphante en tant que matière première de haute technologie. Le voyage commence dans un lieu qui défie l'imagination. Tout commence ici, dans des aires de préparation qui s'étendent sur une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. Une mer scintillante de métal mis au rebut. Quotidiennement, des convois de camions arrivent dans un flux incessant, chacun transportant des tonnes de ferraille d'aluminium. Ils se positionnent et avec un rugissement hydraulique, inclinent leurs conteneurs, déversant une avalanche d'argent sur de gigantesques tapis roulants qui alimentent la zone de stockage. Des canettes de bière de supermarché, des barquettes alimentaires de quartier et des résidus industriels d'aluminium s'unissent en imposantes piles de métal scintillant, formant de véritables montagnes argentées qui brillent sous le soleil industriel. Sur place, des techniciens effectuent une rapide inspection préliminaire, leurs yeux entraînés rejetant toute cargaison contaminée par des impuretés excessives ou des matériaux dangereux. L'atmosphère dans la cour est toujours à grande vitesse. Un balai mécanisé où des milliers de tonnes d'aluminium arrivent chaque jour. Ce lieu est le véritable front du processus de recyclage, le portail où tout le matériau reçu est préparé pour la phase suivante, une phase d'une précision chirurgicale. L'économie elle-même propulse ce cycle implacable. Une canette d'aluminium jetée vaut plusieurs fois plus qu'une bouteille en plastique PET, ce qui donne aux particuliers comme aux entreprises une forte incitation financière à réintégrer l'aluminium dans le cycle de production. C'est pourquoi les États-Unis se classent constamment parmi les nations leaders en matière de taux de récupération de l'aluminium, garantissant un approvisionnement intérieur stable et robuste en matériaux recyclés pour leurs industries. Plus d'un tiers de l'approvisionnement annuel du pays provient de ces montagnes de ferraille. Mais cette pile chaotique de métal, aussi vaste soit-elle, est inutile tant qu'elle n'est pas parfaitement pure. Et pour cela, il faut un œil capable de voir plus vite et avec plus de précision que n'importe quel être humain. Des montagnes de ferraille, l'aluminium est acheminé sur de longues courroies transporteuses qui avancent sans interruption, menant le métal vers le cœur technologique de l'installation. Ici, la vitesse humaine n'a aucune pertinence. Le travail est effectué par des yeux électroniques. Des capteurs optiques, agissant comme des gardiens de haute technologie, scannent des milliers de fragments par seconde. Ils identifient l'aluminium en fonction de sa couleur distincte et de sa réflectivité à la lumière. Un processus de tri qu'une équipe humaine mettrait une éternité à accomplir. Immédiatement après, des aimants de haute puissance, avec une force invisible et implacable, arrachent tout métal ferreux de la courroie par une attraction magnétique, rejetant les impuretés telles que les bouchons en acier égarés. Simultanément, des jets d'air comprimé, précisément chronométrés, tirent avec la précision d'un sniper, soufflant les plastiques, le papier et autres débris plus légers loin du flux principal d'aluminium, séparant les matériaux avec une efficacité implacable. Au ralenti, le processus ressemble à une danse technologique, où chaque élément est pesé, identifié et jugé en une fraction de seconde. Grâce à de multiples étapes de séparation, le mélange autrefois chaotique de déchets se transforme progressivement en des flux plus uniformes d'aluminium, regroupés en tas d'argent étincelant de plus en plus purs. À partir de ce point, le flux d'aluminium est chimiquement stable et rigoureusement contrôlé, une matière première de haute qualité prête à avancer plus profondément dans le processus de recyclage. Maintenant, l'aluminium est pur, mais pour la chaleur dévorante du four de fusion, il est encore trop grand et difforme. Il doit être pulvérisé, réduit à une forme qui puisse être consommée par le feu. L'aluminium purifié est maintenant acheminé vers un système de broyage massif, une machine conçue pour la destruction brutale et efficace. Les convoyeurs à bande déversent constamment des canettes de bière, des barquettes alimentaires et de la ferraille industrielle entre deux rouleaux d'acier qui tournent en sens opposé, revêtus de dents acérées comme des crocs. Sous une force d'écrasement intense, le métal s'émiette instantanément. Il n'y a pas de résistance, seulement une soumission à la force mécanique. Des claquements métalliques aigus résonnent dans l'usine, un son qui témoigne d'une puissance brute.
En quelques rotations seulement, des centaines de kilogrammes d'aluminium sont entraînés dans les mâchoires de la machine et réduits en petits fragments uniformes. La machine fonctionne avec une précision quasi programmée, une bête d'acier qui ne connaît pas la fatigue. Des lames rotatives et des marteaux concasseurs assistent les rouleaux, permettant au système de traiter même des pièces d'aluminium épaisses et rigides qui sont déchiquetées avec la même facilité que du papier. Sous l'éclat de l'éclairage industriel, un flux continu de débris argentés est déversé, tombant en cascade sur le convoyeur inférieur comme un ruisseau scintillant, une cascade de métal. Un système de tamis vibrant à la sortie contrôle la taille des fragments, garantissant que tout l'aluminium broyé soit réduit à une dimension constante, renvoyant les morceaux plus grands pour un second passage dans les mâchoires. Cela crée une matière première stable et uniforme pour la prochaine étape du processus, du solide au granulaire. Maintenant, ces fragments sont prêts à voyager au cœur de tout le processus, vers l'enfer. Les fragments d'aluminium broyés sont acheminés directement dans des fours industriels, le cœur battant de tout le processus de recyclage. En fonction du type de ferraille et de l'utilisation finale souhaitée, l'usine peut utiliser des fours à réverbère, des fours rotatifs ou des fours à arc électrique. Chaque type est un système d'ingénierie scellé, un colosse d'acier et de matériaux réfractaires, méticuleusement conçu pour contrôler simultanément 3 paramètres critiques. La température interne est maintenue stable entre 660 et 750 degrés Celsius, une chaleur suffisamment intense pour faire fondre l'aluminium sans vaporiser les précieux composants de l'alliage. L'aluminium est chargé par la trappe supérieure ou par une goulotte basculante, tombant dans le bain de métal liquide avec un sifflement étouffé. Une fois à l'intérieur, il est constamment agité par de gigantesques pales mécaniques ou par des injections d'air contrôlées afin d'assurer une fusion homogène. Tout au long du processus de fusion, des capteurs thermiques et des analyseurs chimiques fonctionnent en continu, agissant comme les sens du système, garantissant que chaque lot d'aluminium fondu réponde à des spécifications techniques précises. C'est l'étape climactique où tout converge, pression, chaleur, réaction chimique et système mécanique. Une seule erreur de contrôle pourrait transformer un lot entier de métal précieux en déchets inutilisables. Mais, lorsque chaque élément fonctionne en parfaite harmonie, le résultat est un flux de métal fondu pur. Pour éliminer les contaminants finaux, un agent de flux spécial est ajouté à l'aluminium fondu. En réagissant, le flux se lie chimiquement aux impuretés pour former une couche légère et flottante de scorie à la surface, qui est ensuite retirée mécaniquement, comme la crème du lait. Dans les systèmes plus avancés, des gaz inertes comme l'argon ou le chlore sont injectés à la base du four. Ces microbules traversent la masse fondue, capturant l'excès d'oxygène et d'hydrogène et les transportant à la surface pour être éliminés, purifiant le métal au niveau moléculaire. Le métal est un flux liquide pur, mais pour devenir utile, il doit être maîtrisé en recevant une forme solide et prévisible. Une fois que l'aluminium fondu atteint la pureté souhaitée, il est dirigé vers la zone de coulée, où il commence à prendre sa première forme physique définie. C'est la transition cruciale du liquide au solide, d'une masse de métal amorphe et ardente, à des unités structurées qui peuvent être mesurées, empilées et transportées. L'aluminium est versé dans des moules en acier, en graphite ou en matériaux spécialisés résistants à la chaleur, remplissant chaque cavité d'une lueur rouge-orangée. Une fois que l'aluminium se solidifie dans le moule, en processus qui ne prend que quelques minutes, un système hydraulique pousse doucement par le bas, libérant le métal solide des parois du moule en acier. Des pinces mécaniques, solides et précises, saisissent le lourd lingot, pesant souvent des dizaines de kilogrammes, le soulevant du lit de coulée et le déposant sur un convoyeur à bande en acier parallèle. Depuis la zone de coulée, des rangées de lingots d'aluminium solide commencent leur progression régulière, parfaitement alignés comme des briques de métal, marquant l'achèvement d'un cycle de production complet à l'intérieur du four. Mais ce n'est pas encore le produit final. Chaque lingot, encore chaud, passe par un ensemble de rouleaux en acier massif qui tournent dans des directions opposées. Une pression énorme, mesurée en centaines de tonnes, aplatit et allonge le bloc d'aluminium. Ce processus est répété sur plusieurs cages de laminoir, l'espace entre chaque paire diminuant progressivement. En conséquence, un lingot qui mesure à l'origine de 20 à 25 cm d'épaisseur est progressivement transformé en une feuille de métal fine d'une épaisseur de seulement quelques centièmes de pouce. Un fin système de refroidissement par brume d'eau maintient la surface stable, évitant les fissures ou les déformations. Au stade final, la feuille atteint son épaisseur cible et est guidée vers l'avant en une bande continue, étant fermement enroulée en grande bobine. De ce rouleau géant commence un nouveau voyage, un qui ramènera l'aluminium directement entre nos mains. Mais avant que le cycle ne se referme, reculons un instant. Saviez-vous qu'une canette en aluminium peut effectuer tout le cycle de recyclage et retourner sur les étagères d'un magasin en seulement 60 jours? Le recyclage de l'aluminium économise jusqu'à 95% de l'énergie par rapport à la production à partir de minerais vierges. Cette énergie économisée annuellement est suffisante pour alimenter des millions de foyers chaque année.
Et recycler une seule canette en aluminium économise suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une télévision pendant 3 heures. Et ainsi, le cercle se referme. À partir des énormes bobines d'aluminium recyclées, le processus de fabrication des canettes commence en emboutissant de fines feuilles d'aluminium en disques ronds et plats. Ces disques sont introduits dans une presse à emboutissage profond où, en un seul et puissant coup, le métal est étiré pour prendre la forme d'un petit gobelet. Enfin, la surface externe est décorée à l'aide d'une impression par rotogravure à grande vitesse, permettant à des milliers de canettes par minute d'être finies avec des étiquettes précises et vibrantes. Les canettes terminées sont ensuite empilées par lot, prêtes à entrer dans la ligne de remplissage et de scellage et à retourner sur les étagères des magasins. 75% de tout l'aluminium créé par l'homme poursuit son voyage infini. Des montagnes de déchets aux produits brillants entre nos mains. Chaque jour, des centaines de millions de canettes sont consommées dans le monde entier. Mais la valeur d'une canette en aluminium ne s'arrête pas au moment où elle est utilisée. Une fois vide, elle est confrontée à un carrefour critique. Être jetée comme déchet, terminant son voyage dans une décharge, ou être placée dans le bon bac de recyclage, libérant ainsi son potentiel pour une renaissance quasi infinie. Le voyage de l'aluminium ne se termine jamais. Il attend juste le début du prochain cycle. Que se passe-t-il à un avion après son dernier vol? Cela pourrait vous surprendre, mais ces moteurs peuvent valoir jusqu'à 30 millions de dollars, plus que l'avion entier. Et ces sièges de première classe peuvent se retrouver dans la salle de cinéma de quelqu'un. Voici l'histoire de la façon dont une merveille de l'ingénierie, au lieu de devenir de la ferraille, se transforme en un trésor de pièces précieuses, entamant une nouvelle et surprenante vie sur Terre. Tout commence par une décision inévitable, la retraite. Un avion commercial opère, en moyenne, pendant 20 à 30 ans. Avec le temps, le métal dont il est fait commence à souffrir d'un phénomène appelé fatigue du métal. Les cycles constants de décollage et atterrissage, ainsi que le stress de la pressurisation à chaque vol, créent des micro-fissures dans sa structure. Les ingénieurs parviennent à détecter ces dommages, et un point arrive où continuer à voler devient dangereux. De plus, l'entretien des avions plus anciens devient de plus en plus fréquent et coûteux. À un certain point, le coût de maintenir l'avion en vol dépasse les bénéfices de son exploitation. La technologie avance également à un rythme fulgurant. De nouveaux modèles, comme le Boeing 787 ou l'Airbus 350, sont considérablement plus efficaces en consommation de carburant, plus écologiques et moins coûteux à opérer. Lorsqu'un vieil avion ne respecte plus les nouvelles normes internationales de sécurité rigoureuses et que sa modernisation est trop chère, sa mise à la retraite est scellée. Après son dernier vol commercial, le géant désert est emmené vers des installations spécialisées, souvent situées dans des déserts, où le climat sec aide à préserver le métal. C'est ici que sa seconde vie commence. Mais pour un avion, la retraite n'est pas la fin, mais plutôt le début d'un méticuleux processus de renaissance technologique qui commence par l'extraction de sa partie la plus précieuse. La première et la plus cruciale étape du démantèlement est le retrait des moteurs à réaction, le cœur battant de l'avion. C'est la partie la plus précieuse de tout l'aéronef. Un seul moteur peut valoir entre 10 et 30 millions de dollars selon le modèle et son état. Le processus de retrait est une opération de haute précision réalisée par des équipes d'ingénieurs hautement spécialisées. Avec une expertise quasi chirurgicale, il commence par désactiver tous les systèmes de carburant, hydraulique et de lubrification, vidangeant tout liquide restant afin d'éviter les risques d'incendie. Des dizaines de câbles électriques, de tuyauteries et de mécanismes complexes relient le moteur à l'aile ou au fuselage. Étape par étape, chacune de ces connexions est soigneusement déconnectée et étiquetée pour faciliter un éventuel remontage futur. Les moteurs pèsent plusieurs tonnes, c'est pourquoi des grues colossales et des plateformes élévatrices sont utilisées pour les soutenir, garantissant qu'ils ne subissent aucun dommage. Une fois libérés de toutes leurs connexions, les moteurs sont délicatement séparés de la structure de l'aéronef. Il est important de noter que, souvent, ces moteurs ne sont pas retirés parce qu'ils sont endommagés. Ils sont retirés pour des maintenances programmées, des réparations ou pour être installés sur d'autres avions. Il est très courant que les moteurs soient réparés et mis à jour pour prolonger leur durée de vie, démontrant comment l'aviation combine efficacité économique et durabilité technologique. Une fois retirés, ils sont emballés dans des conteneurs spéciaux et transportés vers des centres de service. Lorsque le cœur du géant est extrait, la chasse au trésor continue à l'intérieur de son vaste corps.
Les moteurs, une fois retirés, les équipes de démantèlement tournent leur attention vers l'intérieur de l'avion qui est une véritable mine d'or de composants réutilisables. L'électronique embarquée, connue sous le nom d'avionique, est l'un des actifs les plus précieux. Les ordinateurs de bord, les systèmes de navigation et les panneaux de commande du cockpit sont soigneusement démontés. Beaucoup de ces composants hautement sophistiqués ne sont pas jetés. Ils trouvent une nouvelle vie dans les simulateurs de vol, où ils sont utilisés pour former la prochaine génération de pilotes. Viennent ensuite les sièges. Alors que les sièges de classe économique peuvent être reconditionnés et vendus à des compagnies aériennes à budget plus limité, les sièges de première classe et de classe affaires sont un article de luxe. Il est de plus en plus courant que des particuliers achètent ces sièges pour les installer dans leur salle de cinéma privée, offrant un niveau de confort inégalé. Mais la réutilisation ne s'arrête pas là. Pratiquement tout ce qui n'est pas fixé en permanence est retiré et catalogué. Les gilets de sauvetage, les ceintures de sécurité, les chariots de service de bord et même les ustensiles de cuisine trouvent de nouveaux propriétaires. Certains articles se transforment en pièces de collection. Des parties du fuselage, un hublot ou une ancienne hélice peuvent être vendues pour des milliers de dollars à des passionnés d'aviation ou utilisées pour créer des meubles uniques. D'un seul avion, il est possible d'extraire jusqu'à 50 000 composants. La logistique derrière tout cela est immense, garantissant que chaque écrou, vis et panneau arrive dans le bon conteneur et, à terme, à sa nouvelle destination. Mais le plus grand trésor n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion, mais le squelette même du géant. Une fois l'avion dépouillé de tous ses composants internes et de ses moteurs, il ne reste que son squelette, le fuselage, les ailes et la queue. Cette structure massive est, pour l'essentiel, composée d'alliages d'aluminium de haute qualité, un matériau léger mais incroyablement résistant, conçu pour supporter les conditions extrêmes du vol. Cet aluminium n'est pas un déchet, c'est une ressource précieuse. Un seul Boeing 747, par exemple, contient environ 75 tonnes d'aluminium. Cette quantité est suffisante pour fabriquer des millions de canettes de boissons ou, de manière plus impressionnante, pour fournir suffisamment de matériaux pour la construction de dizaines de nouveaux avions. Le processus de recyclage commence par le démantèlement de la structure. De gigantesques griffes hydrauliques et cisailles, qui semblent sorties d'un film de science-fiction, découpent les ailes, la queue et le fuselage en sections plus petites et plus maniables. Le son du métal déchiré résonne dans le hangar, une fin dramatique pour une machine qui, un jour, a glissé silencieusement dans les cieux. Ces sections sont ensuite traitées pour séparer l'aluminium des autres matériaux, tels que les câbles, l'isolation et les plastiques. L'aluminium purifié est ensuite compacté en balles et transporté vers des fonderies où il sera fondu et transformé en de nouveaux alliages. Ce métal recyclé est d'une si haute qualité qu'il peut être réutilisé dans l'industrie aérospatiale ainsi que dans l'industrie automobile pour fabriquer des pièces plus légères et plus efficaces ou dans la construction civile. C'est le cycle complet de la matière où le squelette d'un géant des cieux devient la base de nouvelles créations sur Terre. Cependant, le démantèlement d'un avion ne se limite pas seulement à récupérer des pièces précieuses. C'est aussi un processus crucial de gestion des matières dangereuses. Tout au long de sa vie utile, un avion accumule une variété de substances qui, si elles ne sont pas manipulées correctement, peuvent être extrêmement nocifs pour l'environnement. Des restes de carburant dans les réservoirs, des fluides hydrauliques dans les systèmes de commande, des liquides de refroidissement et des batteries de haute capacité n'en sont que quelques exemples. Des équipes spécialisées, vêtues de combinaisons de protection, sont responsables de drainer et de collecter tous ces liquides en toute sécurité. Chaque substance est stockée dans des conteneurs spéciaux, dûment étiquetés, afin de garantir l'absence de fuite ou de contamination du sol. Le processus est régi par des normes environnementaux extrêmement strictes. Les équipes de contrôle environnemental veillent à ce que chaque étape respecte la législation, de la collecte au transport et à l'élimination finale dans des installations agréées. C'est un travail méticuleux et invisible pour la plupart, mais absolument essentiel pour garantir que la fin de vie d'un avion ne devienne pas le début d'un problème écologique. La sécurité et la responsabilité sont les maîtres mots à cette étape, assurant que l'héritage de chaque avion soit celui de l'innovation et du service, et non de la pollution. Saviez-vous que les avions cargo ont souvent une durée de vie plus longue que les avions de passagers ? Comme ils n'ont pas les mêmes exigences de pressurisation constante et de confort et effectuent moins de cycles de décollage et d'atterrissage, leur structure subit moins de fatigue. De plus, le nez d'un avion désactivé ou une ancienne hélice peuvent devenir des œuvres d'art ou des pièces de collection se vendant pour des milliers de dollars. Et curieusement, des crises mondiales comme la pandémie de Covid-19, qui ont entraîné une chute drastique de la demande de vol, ont forcé les compagnies aériennes à réformer prématurément des flottes entières d'avions parfaitement fonctionnels. Ainsi,
L'avion qui a terminé sa vie dans les cieux ne représente pas une fin, mais plutôt un nouveau début. Ces moteurs de 30 millions de dollars peuvent propulser un autre avion. Ces 75 tonnes d'aluminium peuvent renaître et faire partie d'une voiture de sport ou d'un nouveau bâtiment. Son électronique peut former le prochain pilote qui nous mènera aux étoiles. C'est un cycle infini de technologie et de durabilité, où chaque composant, conçu pour conquérir les cieux, trouve sa place sur Terre. Cela prouve que, pour les grandes créations de l'ingénierie, il n'y a pas de fin de parcours, il n'y a qu'une nouvelle destination, une nouvelle mission.